Donc, ça, c'est parti. Donc, on ne dit plus de bêtises maintenant. Euh, ok. C'est parti. Bon, super, une nouvelle personne. Donc, bonjour à tous, je suis Delphine Fouché du MFQM Pays de la Loire. On vous accueille aujourd'hui pour un webinaire qui sera animé par Pierre-Vincent Cols sur l'intégration des fournisseurs. Donc, Pierre-Vincent Cols se présentera tout à l'heure, mais il intervient notamment pour le CNAM Pays de la Loire, donc le CNAM de Vendée à La Roche-sur-Yon. Donc, il se présentera lui-même tout à l'heure. Pour vous dire quelques petits mots sur le MFQM, donc, c'est un réseau d'entreprises qui veut dire Mouvement français qualité et management. On compte environ 200 adhérents sur la région Pays de la Loire, donc qui comprennent à la fois des entreprises du secteur privé et des établissements aussi du secteur public. Et on organise toute l'année une quarantaine de rencontres pour permettre à nos adhérents de partager leurs pratiques et leurs expériences sur tout ce qui touche au management global. Donc, on a proposé depuis le début du confinement une quinzaine de webinaires qui ont eu beaucoup de succès. Donc, on continue encore aujourd'hui avec Pierre-Vincent. Donc, merci à toi pour ta présentation et ta présence ce matin. Côté technique, donc comme je vous le disais, donc, cette session est enregistrée. Elle sera disponible ensuite sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure par le chat. Et donc, en fin de petit chapitre ou de session, je les poserai à Pierre-Vincent. Et on laissera aussi un temps en fin de session pour que vous puissiez poser des questions si vous avez d'autres idées entre-temps. Voilà, donc je te laisse la main, Pierre-Vincent. Merci. Merci Delphine. D'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un peu particulier comme ça en distanciel parce qu'on a tous, c'est un peu difficile d'avoir de l'interactivité. Donc effectivement, si vous avez des questions, posez-les sur le forum, hein, vous allez dans l'onglet conversation et on essaiera de faire un résumé à la fin, de répondre à ces questions-là. Bon, d'abord, merci donc effectivement au MFQM et au CNAM des Pays de la Loire d'avoir organisé ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Bon, vous voyez à l'écran, mais j'en étais pas sûr que c'était possible. Donc, dans ce premier slide, je vous ai mis en bas un médaillon, ma tête de Gollum là. Et puis, bon, si vous voyez, si vous pouviez voir les casquettes qu'il y a sur cette tête, elles pencheraient à gauche sur le CNAM des Pays de la Loire. Vous connaissez probablement ce centre de formation, je pense que personne ne l'ignore. J'interviens plus particulièrement au niveau du CNAM de La Roche-sur-Yon. Je suis intervenant, je suis formateur sur les systèmes de management et les outils qualité. Un petit peu de pub au passage, c'est sûrement vraiment un master qui forme d'excellents alternants dans le domaine du QSE et de la RSE. Et donc, c'est cette casquette CNAM. Et puis, si j'avais une casquette qui pointait sur la droite, vous voyez que je suis aussi co-dirigeant d'une société qui se nomme Bridging, qui est une société de services qui a deux pôles d'activité. En fait, un pôle d'activité opération à l'international, avec en particulier les achats, et puis un pôle d'activité qui s'appelle système et organisation. Et finalement, en point de convergence de ces deux pôles d'activité, opération internationale et système et organisation, vous avez entre autres le développement des fournisseurs et leur intégration. C'est ce qui un peu m'amène aujourd'hui à pouvoir discuter de ce thème avec vous. Je l'ai pratiqué dans ma vie professionnelle, hein, vous voyez, c'est écrit au milieu de ce slide, mais je continue à le pratiquer aujourd'hui à travers la société Bridging. Alors, il faut que je pense à bouger les slides en même temps. Voilà, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un thème qui s'appelle le thème dit d'intégration des fournisseurs dans les processus. Et puis, à partir du moment où on a, avec le MFQM, pensé à diffuser ce thème, on s'est un peu renseigné, j'ai sollicité un peu mon entourage sur comment ils voyaient la notion d'intégration des fournisseurs, qu'est-ce que ça signifiait pour eux. Et de manière assez générale, j'ai eu souvent des réponses assez bienveillantes en fait, disant « ça serait bien
qu'on intègre nos fournisseurs. Mais quand on creuse un petit peu plus loin, on se dit oui, ça serait bien, mais finalement, on n'a jamais réussi à le faire. Et quand on continue à creuser, les gens nous répondent bah, en fait, on n'a jamais vraiment voulu le faire. Et on n'a pas fait parce que finalement, on avait en interne pas mal de blocages. Et donc, on a cherché aussi, dans un premier temps, aussi en discutant, à comprendre pourquoi il y avait ce blocage à l'intégration des fournisseurs. Et on s'est juste finalement mis d'accord sur l'historique et le poids de l'histoire, le poids du temps, je dirais quelque part, pour dire qu'aujourd'hui, conceptuellement, depuis 30, 40 ans, même si la fonction achat existe depuis bien plus longtemps, la fonction achat est encore souvent considérée comme une fonction support. Son objectif est avant tout de fournir des produits ou des services de qualité au meilleur coût possible et dans les délais fixés. Et ce qui fait que c'était vraiment l'objectif donné à la fonction achat de pouvoir avoir cette relation client-fournisseur autour d'un contrat qui est un contrat QCD, hein, qualité, coût, délai. Et en général, cette relation s'arrêtait à ça. D'abord parce que, vu comme une fonction support, les achats avaient des difficultés à rentrer dans la chaîne de valeur ajoutée. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'intégrer un fournisseur nécessite que les deux entreprises aillent un petit peu plus loin que ce contrat QCD et qu'elles discutent de bien d'autres choses. Et historiquement, en fait, les entreprises, on le sait encore aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur par rapport à ça, sont souvent des boîtes noires. Là, quand je parle de boîte noire, c'est souvent l'entreprise, en fonction de son contexte, va établir sa politique, elle va établir sa stratégie, elle va mettre en œuvre des processus et des organisations qui sont en phase avec sa stratégie, en tout cas je l'espère pour elle, mais elle va se gérer de façon autonome. Et ces informations appartiennent à l'entreprise et ça en sort peu. Elle va avoir des attentes par rapport à ses fournisseurs, mais ce sont des attentes opérationnelles et ça s'arrête à ça. C'est pour ça qu'on ne va retrouver que souvent une contractualisation QCD de la relation client-fournisseur. Et ça s'arrête à ça. Le fournisseur, la boîte noire, le fournisseur étant lui-même une boîte noire qui n'a pas forcément envie de tout dire à son client. Plutôt une relation de défiance qu'une relation de confiance, en tout cas de confiance limitée. Et néanmoins, les choses changent. Les choses changent parce que le monde de 2020 est plus du tout le même que le monde de 1980, 1990, quand on a vraiment commencé à voir la fonction achat comme une fonction génératrice de compétitivité principalement. Qu'est-ce qui a changé en fait? Ce qui a changé, c'est les aspects contextuels, les aspects conjoncturels et les aspects structurels. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui a changé dans tout ça? C'est que contextuellement, tant qu'on a des fournisseurs qui sont à 5 km ou à 10 km, à 30, 100 km encore, ça peut passer. Globalement, le client et le fournisseur sont dans le même contexte. Donc, vont faire évoluer leur stratégie et vont agir en fonction d'un contexte qui est le même. Donc, ça se passe bien. On n'a pas besoin de parler entre les deux boîtes noires du contexte puisque c'est le même. Ce n'est pas une variable. À partir du moment où vous avez des achats dans un monde mondialisé, globalisé plutôt, à partir du moment où vous avez des fournisseurs qui peuvent se retrouver à 1000 km, à 5000 km et à 10 000 ou à 10 000, voire plus, les deux boîtes noires vont évoluer dans des contextes différents. Aussi, pour ceux qui sont des adeptes du PESTEL, hein, politique, économique, social, technique, environnemental et légal, eh bien non. Le contexte de la boîte du client et le contexte de la boîte du fournisseur
ne sont pas les mêmes et donc vont prendre des orientations, chaque boîte va prendre des orientations stratégiques différentes parce qu'elles sont obligées d'évoluer par rapport à leur contexte. Donc, ça met à mal la relation client-fournisseur à longue distance parce qu'à un moment, le contrat QCD qui a été défini par rapport à un contexte C ne fonctionne plus tout à fait de la même manière une fois que les deux contextes divergent. Donc, ça met à mal la relation client-fournisseur. Et tout simplement aussi parce que les entreprises ne discutent pas entre elles de leur évolution de contexte respectif. Or, aujourd'hui, ça devient presque une obligation. Le deuxième point qui change aujourd'hui, et on l'a très bien vu à travers l'événement du Covid, c'est que conjoncturellement, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, si on prend par exemple cette crise du Covid, il y a eu une espèce de période de sidération, puis une obligation de réactivité. Et puis demain, on se dit qu'on va devoir organiser les choses de manière différente. Et encore, on se dit qu'on ne sait pas trop comment on va le faire parce que les indicateurs économiques, politiques, etc. nous disent finalement qu'on ne sait pas trop bien, très bien ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. On entend même des gens qui nous disent en termes d'achat, il faut relocaliser, acheter français, européen peut-être, alors loin, ça remet en cause pas mal de choses. Et puis le troisième impact que l'on a actuellement, c'est les aspects structurels, parce que si les stratégies d'entreprise ont été préalablement faites sur des contextes qui évoluaient lentement, aujourd'hui, il n'y a plus aucun contexte qui évolue lentement. Il y a des évolutions techniques très rapides. Il y a des évolutions de marché qui sont très rapides. Il y a des événements qui sont inattendus. On va gérer plus de l'ambiguïté que du risque aujourd'hui. Et ça nécessite que les organisations, donc les structures, soient capables de se refonder, de se recréer. Et le pire serait que l'organisation ou la structure du client et la structure du fournisseur divergent et finalement finissent par ne pas s'entendre et mettre à mal cette relation QCD. Ces trois phénomènes qui sont contextuels, conjoncturels et structurels, et qui sont très prégnants aujourd'hui dans notre environnement, montrent qu'un contrat QCD, même écrit entre deux avocats de chacun des deux partenaires, finalement a une durée de vie qui est relativement courte. J'accepte des... Voilà. Excusez-moi, parce qu'en même temps, je dois admettre des personnes qui veulent se joindre à nous. Voilà. Thank you. Hop. Voilà. J'essaie de faire du multitâche. Donc, en introduction, c'est pour justifier quelque part la pensée intégration du fournisseur, c'est de se dire que tant qu'on est sur des évolutions contextuelles, conjoncturelles ou structurelles lentes, on peut très bien penser uniquement relations opérationnelles en QCD et que de temps en temps, annuellement ou tous les 2-3 ans, on décide de remettre sur la table et de rediscuter. Mais quand tout change rapidement, la notion de contrat de contrat QCD n'est plus suffisante. Il faut absolument à un moment que les boîtes noires s'ouvrent et se donnent un petit peu d'agilité dans leur relation pour pouvoir justement reprendre les bonnes décisions au moment où quelque chose change. Et pour ça, il va falloir que les deux boîtes noires s'intègrent, non pas uniquement sur les aspects opérationnels, mais aussi sur les aspects stratégiques. Alors, et ça, un certain nombre d'entreprises l'ont compris depuis un certain nombre d'années. Et le mot intégration est progressivement apparu, dans le vocabulaire. Avec chacun est allé de sa définition, hein, mais la notion est apparue. Alors, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, intégration? Il y en a qui m'ont parlé évidemment de ce qu'on appelle l'intégration du fournisseur, l'intégration in situ. Alors ça, c'est une version très narcissique et égocentrique de la relation client-fournisseur, puisqu'on dit au fournisseur, on vous donne les mètres carrés et puis vous vous installez chez nous.
Alors, on ne va pas forcément en parler parce que finalement, cette intégration in situ, c'est juste une extension je dirais, du contrat QCD où on va y ajouter tous les bénéfices de la proximité. Hein. On est à l'intérieur de l'entreprise, donc on va, en plus du QCD, on va pouvoir y ajouter de la flexibilité. On est juste à côté, on a un problème qualité, on a 10 mètres à faire et on en discute ensemble. On a des besoins logistiques, et bien le stock du fournisseur est lui aussi à 10 mètres, donc on va pouvoir faire des choses. Et puis, ça a été très utilisé aussi pour pouvoir permettre à certaines entreprises de personnaliser au dernier moment. Et ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans la deuxième notion d'intégration, qui est la notion d'intégration de proximité, hein, qu'on va trouver, c'est très présent dans l'automobile. Vous allez retrouver un certain nombre de fournisseurs d'implants, enfin pas d'implants, mais de sites de fournisseurs dans l'entourage immédiat du site consommateur ou du site client. Donc, on ne parle pas là véritablement d'intégration, même si le terme est prononcé. On va juste ajouter de la flexibilité, qualité, logistique, de l'agilité dans les organisations, mais ça reste très, très opérationnel. Comme j'ai marqué un peu sur ce slide, ça reste quand même nous et eux, quelque part. Même si on est proche, même si on discute, on est surtout sur de l'opérationnel. Donc, c'est pas de ça, on ne parle pas de ça, même si le terme est prononcé en termes d'intégration, ce n'est pas de ça dont on va parler ensemble. Et donc, j'ai posé forcément la question comment dire, à des acheteurs, un certain nombre d'entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un fournisseur intégré? Et là, c'est assez symptomatique, en fait. Il y en a qui m'ont dit un fournisseur intégré, c'est un fournisseur qui nous fait confiance. Un acheteur qui veut dire il faut que nos fournisseurs nous fassent confiance. C'est ça, être intégré. Bon, pourquoi pas. Il y en a qui restent sur la définition du fournisseur qui assume et assure la notion qualité, coût, délai et flexibilité, hein, le fameux F qui se rajoute maintenant presque dans toutes les négociations avec les fournisseurs. Alors, ils vont un peu plus loin, un fournisseur qui est proactif et puis qui est transparent sur ses évolutions. Un fournisseur qui donne des idées. Ah, ça, c'est déjà un peu mieux parce que ça veut dire qu'on part du principe qu'on va les écouter. On n'a pas dit les entendre, mais au moins de les écouter et on apprécie que des fournisseurs nous en donnent. Mais quand on pose la question à un acheteur, on s'aperçoit que déjà intellectuellement, ça reste une relation qui est unidirectionnelle. Très, très peu d'acheteurs nous disent intégrer un fournisseur, c'est bon, il doit répondre à nos attentes, mais on doit aussi répondre à ses attentes. Et pourtant, c'est là la clé de l'intégration du fournisseur. C'est-à-dire qu'on va sortir d'une relation contractuelle pour à la fois se satisfaire mutuellement, trouver un champ je dirais, de négociation et de discussion commune, telle façon à pouvoir travailler ensemble et puis essayer de faire ce qu'on appelle vulgairement du 1 plus 1 égale 3. Mais on voit que même quand on pose la question, ça reste un concept flou, chacun restant dans sa boîte noire. Mais malgré tout, même si on voulait le faire, la question qui va se poser derrière, c'est même si je veux intégrer un fournisseur, aller plus loin que la relation contractuelle QCD, ce serait avec lesquels. Et si je dois le faire, comment je vais le faire? Parce que ça reste un champ d'investigation. Et quand on veut répondre à la question lesquels, la première question, enfin la pré-question à celle-là, c'est d'abord est-ce que vous connaissez vos fournisseurs? Est-ce que vous les connaissez avant de savoir lesquels vous allez intégrer et qu'est-ce que vous savez d'eux? Et là, je vous ai juste mis sur ce slide une statistique qui est malgré tout assez affolante. Hein. Alors, vous pouvez voir les 18%
des entreprises connaissent l'intégralité de leur chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est pas moi qui ai fait cette statistique. C'était une statistique qui a été faite il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, non, un peu plus maintenant, sur la vulnérabilité des approvisionnements des entreprises. On parle de vulnérabilité, donc on parle de risque. Et puis, seulement 18% des entreprises françaises ont dit finalement connaître leur chaîne d'approvisionnement, l'intégralité de leur chaîne d'approvisionnement. Alors, côté négatif, ça veut dire qu'il y en a 82% des entreprises françaises qui ignorent tout ou partie de la réalité de leur chaîne d'appro. C'est quand même un chiffre qui est effarant. Et puis surtout, quand on pose la question à ces entreprises, des questions très simples, comme que savez-vous de vos fournisseurs clés? Alors, quels sont vos fournisseurs clés? Ça, ils savent plus ou moins répondre, pas toujours de façon mesurée, mais plus des opinions que des faits, mais globalement, ils savent, mais ils ne connaissent pas le contexte de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas réellement leur situation, d'où elles viennent, où elles vont, comment elles y vont. Elles ne connaissent pas les stratégies de leurs fournisseurs clés. Ça reste une boîte noire. Alors pourtant, ils sont, en tant que fournisseurs clés, ils sont directement concernés. Ils ne connaissent pas l'organisation de leurs fournisseurs stratégiques. Ils ne savent pas quel est leur par rapport à la chaîne de valeur ajoutée, que ce soit le commerce, la conception, la production, la distribution. Ils ne savent pas réellement quels sont les processus de leurs fournisseurs. Ça va être difficile plus tard de les mettre en synergie avec les leurs, à partir du moment où ils ne connaissent pas l'organisation de l'autre. Ils n'en savent rien. Ils savent juste, à travers des indicateurs QCD, si globalement ils sont performants. Ils ne savent pas comment ils sont performants. D'ailleurs, à la question, est-ce que vous discutez d'autre chose que de coût, qualité, délai, et voire éventuellement flexibilité avec vos fournisseurs, la réponse est généralement, ouais, autour du café, on parle un peu, quoi, mais globalement, on ne parle pas stratégie à moyen terme ensemble. On fait des suppositions, mais ce n'est pas construit concrètement. On a du mal à se projeter ensemble à 2-3 ans. Alors, donc, on s'aperçoit qu'on est très, très loin de la notion d'intégration quand on voit quelle est la distance entre le client et le fournisseur n'est pas uniquement une distance géographique. Elle est aussi une distance culturelle, contextuelle, c'est aussi une distance qui est organisationnelle. Donc, on part de très, très loin si on veut pouvoir vraiment intégrer un fournisseur. Alors, je vous ai pris juste, j'ai mis un slide qui vous donne juste, je suis un fan de multiculturalité, donc je peux pas résister à mettre un slide sur le sujet. En fait, la relation client-fournisseur aujourd'hui, telle qu'elle est dans la très grande majorité des entreprises, on va parler de relations interculturelles. C'est-à-dire que chacun, le client et les fournisseurs vivent dans leur monde séparé, dans leur culture, dans leur contexte. Et ils sont uniquement reliés par une culture contractuelle qui leur permettent, entre guillemets, de vivre ensemble. Donc, on est sur des échanges cadrés entre des organisations indépendantes. Et ce qui fait que les relations dites interculturelles sont des relations purement opérationnelles. Et dans le cadre des achats, on va surtout parler de gestion de flux de produits, de flux d'informations et de flux financiers. Et concrètement, ça s'arrête à ça. Dès qu'on veut parler d'intégration des fournisseurs, il faut passer de l'interculturel au multiculturel. Et la définition du multiculturel, c'est un ensemble des individus ou des groupes d'individus qui sont différents, mais qui partagent une vision commune. Donc, ce sont des échanges entre deux organismes qui ont une vision commune. Et le mot vision est prononcé. Parce qu'en termes de système de management, la notion de vision, elle se transmet ou elle s'écrit à travers les processus stratégiques. Et si on veut créer une relation multiculturelle et d'associer les gens plus que sur la relation contractuelle, il faut partager une vision. Ce qui implique que non seulement on va partager les processus achat et commerce de l'autre côté, mais on va aussi
partager au moins une partie des processus de management, c'est-à-dire toute la partie qui consiste à dire on va faire des analyses de contexte, on va en déduire une politique, on va en déduire une stratégie et on va la partager. Tant qu'il n'y a pas un minimum de partage de vision et un accord sur des aspects, sur des points de vision, sur des points de politique ou des points stratégiques communs entre le client et le fournisseur, la notion d'intégration reste une utopie. Ça ne reste qu'une relation contractuelle. Donc là où je veux vous emmener progressivement à travers, je dirais, ce webinaire, c'est que le mot-clé ou l'action clé qui se cache derrière l'intégration du fournisseur, c'est le partage d'une vision stratégique, au moins partielle. Et ça, c'est vraiment un point clé. Ce n'est pas facile, hein, quand on est une boîte noire, de commencer à partager sa stratégie avec la boîte d'à côté. Et inversement. Alors, je vous ai pris juste un exemple ici pour une entreprise qui s'est créée, et on parlera ensuite d'entreprises qui ont été créées, de la différence, je dirais, conceptuellement, entre une entreprise intégrée et une entreprise intégratrice de fournisseurs. Parce qu'on est l'un ou l'autre et c'est un choix fondamental d'entreprise. À plusieurs reprises durant ce webinaire, j'insisterai sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'intégration de fournisseurs sans engagement de la direction, sans consentement et volonté de la direction. Ce n'est pas possible. Et je vous ai pris ici un exemple. C'est l'exemple de ma propre société. Quand je vois que Thierry, avec qui je suis associé, va se reconnaître dans les discussions qu'on a pu avoir ensemble. Quand on a créé l'entreprise, on s'est dit, bon voilà, on a créé ce qu'on fait tous, enfin pour beaucoup d'entre nous, on va penser de manière pyramidale. À croire qu'on est tous issus de l'Égypte ancienne. Nous pensons tous, et nous avons notre mode de pensée qui est pyramidal. Donc, on s'est dit, voilà, il faut des gens qui dirigent. On s'est mis d'accord, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 2 pôles d'activité chez Bridging. On s'est dit, il y a un pôle d'activité international, un pôle d'activité système de management. Et quand on a réfléchi avec mon associé, on s'est dit, bon, puisque tu prends l'un et moi je prends l'autre, de quelles compétences a-t-on besoin? Donc, on a commencé à faire la liste de toutes les compétences qui étaient nécessaires pour pouvoir, réaliser les services que nous proposions à nos clients. Donc, on a fait toute une liste d'activités et en se disant, il vous faut une compétence sur chacune de ces activités. Et puis on s'est dit, bon, oui, mais d'accord, mais bon, malgré tout, il faut que tout ça soit géré. Donc, on va mettre des services support de RH, des achats pour nous, un peu de comptabilité quand même, pour savoir où est-ce qu'on en est. Et là, vous retrouvez la façon de penser classique. On conçoit, on a notre stratégie, on décline cette stratégie en processus, organisation. On se dit dans ces organisations, il faut des activités. En face de chacune des activités, il faut mettre une compétence. Et on s'est projeté comme ça, dans un premier temps. Pour savoir que Thierry et moi, notre moyenne d'âge à nous deux, c'est 53 ans. Donc, on a été formés pendant toute notre carrière et on a vécu dans des entreprises qui pensaient de façon pyramidale comme ça. Et puis, c'était hyper satisfaisant, je dirais, intellectuellement, parce que, vous voyez, à gauche, dans la liste des 5 points qui sont à gauche, on s'est dit il y a plein de points positifs à des structures pyramidales. D'abord parce que c'est naturel. On a commencé à penser comme ça. Et on s'est dit, bon, ben, puis comme ça, stratégiquement, on va tout piloter. On va piloter nos processus, nos organisations, tout sera sous notre contrôle. La perte de contrôle, c'est ce qui est pire. La peur de la perte de contrôle. C'est terrible. Mettez quelque chose à l'extérieur, la première chose que vous pensez, c'est et s'il me quitte, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je vais vraiment être dans la mouise. Donc, l'idée de réintégration semble être sécurisante. Donc, on le fait. On a tendance à le faire. Donc, il y a cette notion, le troisième point, que on va garder la maîtrise de nos processus et organisations, on va en avoir le contrôle.
Il y a même un petit truc qui consiste à dire on va se constituer un capital de savoir-faire, on va vendre l'idée que les gens sont chez nous et voilà, on a ce capital savoir-faire. Et puis, globalement, on s'est dit, on a créé une entreprise, c'est aussi pour être indépendant, ne pas dépendre de qui que ce soit. Et donc, et tout ça, ça nous a rassurés. On s'est dit, on va concevoir comme ça. Et beaucoup d'entreprises se sont conçues autour de ce concept pyramidal. Puis finalement, après mûre réflexion, on s'est dit, ouais, mais c'est quand même lourd. C'est quand même un petit peu rigide. C'est pas très plastique tout ça, hein, c'est pas très agile. Et puis on a cumulé des savoirs, on va cumuler des savoirs, mais quid de l'obsolescence de ces savoirs une fois qu'ils sont chez nous, comment ils vont être bons, mais est-ce qu'ils seront meilleurs que celui de nos concurrents à long terme? Je ne sais pas. Et puis, comme tout ça, c'est une boîte noire, je ne sais pas trop ce qui se passe, je ne peux pas capter la valeur ajoutée qui est à l'extérieur, je n'ai que la valeur ajoutée que je génère en interne, donc je perds des opportunités. Et puis, j'ai mis un 5e point, c'est un jour on s'est dit, mais si cette activité ne fonctionne pas, comment je gère ça? Parce que j'ai des compétences qui sont en face. Donc, je vais créer chez moi des activités non rentables. Enfin, il peut y avoir des activités non rentables et je ne vais pas savoir les gérer. Enfin, il faudrait que je me sépare de cette activité, donc aussi des personnes en question. Donc, ce n'est pas simple. Donc, très rapidement, on s'est aperçu que par rapport à la somme des 5 points qui sont positifs, il y avait 5 points à droite qui, par contre, tiraient dans l'autre sens. Et on a décidé d'abandonner la notion d'entreprise intégrée et on a commencé à penser entreprise intégratrice. Et on a commencé ainsi à se dire, la question centrale était finalement, quel est notre cœur de métier ? Quelle est l'âme de notre société? Qu'est-ce qu'on va vendre à notre client? On va vendre la capacité à faire du système de management, à faire des opérations à l'international. On va gérer du pilotage, de l'aisance dans ce domaine. On va forcément avoir quelques expertises stratégiques clés qu'on va garder chez nous. Mais le reste, finalement, est-ce que je peux m'associer avec un fournisseur que je vais appeler un partenaire qui va venir compléter, pas ma pyramide, mais il va être disponible à l'instant T pour m'offrir la valeur ajoutée dont j'ai besoin. Et on l'a pensé comme ça. On s'est dit, je vais vous prendre un exemple bien précis, on s'est dit finalement un certain nombre de nos clients nous demandent de sécuriser des approvisionnements en provenance d'Asie. Et on pouvait très bien prendre chez nous un qualiticien qui est capable de prendre l'avion et d'aller faire des audits d'évaluation ou des audits en Asie. On pouvait faire ça. Et puis finalement, on a dit non, on ne va pas faire comme ça. On va trouver un partenaire en Asie qui sait parfaitement faire de l'évaluation et de l'audit. Et on va surtout énormément discuter avec lui pour avoir la même approche du service à rendre au client. On s'est mis d'accord sur la façon de conduire des évaluations, sur les documents, sur les délivrables, sur les données de sortie, sur la façon de conduire des audits, etc. Et puis finalement, il agissait comme nous, sauf que lui, il était là-bas et il était contextuellement présent, c'est-à-dire qu'il va en même temps culturellement faire l'évaluation avec une pensée asiatique dans un contexte asiatique qui module sa manière de travailler. Donc, il était plus efficace. On a simplement mis chez nous une personne qui va être en relation avec ce partenaire Asie et qui a une double culture, je dirais, franco-chinoise, de façon à assurer la qualité de la liaison avec ce partenaire. Et puis, mais le gros avantage que l'on n'a pas forcément capté au tout début, c'est que ce partenaire Asie, puisqu'il est là-bas, nous donne les évolutions de contexte asiatique, ce qui n'est pas possible si notre qualiticien était chez nous, ici en France. Il nous dit, voilà ce qui se passe là-bas. Voilà les évolutions de contexte. Voilà les nouvelles opportunités de marché. Et il nous a apporté toute une série d'informations contextuelles, de risques et d'opportunités qu'on n'aurait jamais captées
si on était resté chez nous. Enfin, si on avait une personne chez nous qu'on envoyait une fois de temps en temps là-bas. Le simple fait d'avoir un partenaire dans un contexte particulier qui comprend ce contexte nous apporte pas que le service, mais aussi toute une somme de valeur ajoutée que l'on va regarder et que éventuellement, si c'est du risque, on va le gérer. Si c'est de l'opportunité, on va voir comment en profiter. Mais en tout cas, si on avait la personne chez nous, on ne l'aurait jamais capté, ni l'un ni l'autre. Et on a pensé l'entreprise en disant on va faire comme ça pour l'Asie, on va faire comme ça avec un fournisseur, un partenaire pour l'Europe. Et on l'a fait aussi sur des experts en valeur ajoutée. On n'a pas pris chez nous un juriste, mais on travaille avec un cabinet d'avocats qui est vraiment spécialisé à l'international, qui va nous donner plein de choses. Et puis, on voit aussi des experts support. Hein. À un moment, on s'est dit, il faut quand même qu'on ait une vie digitale. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un chez nous qui s'y connaît en informatique. Puis, on a très vite compris que le mieux était d'avoir un web designer à l'extérieur qui, en plus, parce que c'est son cœur de métier à lui, hein, de faire je dirais, de l'informatique et du marketing digital, va non seulement répondre à nos attentes, mais aussi va commencer à nous dire, vous nous donnez ça comme cahier des charges, si vous voulez, on va vous le faire. Mais concrètement, notre cœur de métier à nous, c'est l'informatique. Et on a d'autres clients. Et eux font comme ça. Et la tendance du marché, c'est de faire comme ça. Et dans 5 ans, l'informatique, ça sera comme ça. Donc, vous nous proposez ce cahier des charges. Si vous acceptez entre guillemets, de le dérigidifier, on va le compléter avec notre expertise et on va vous apporter non seulement du QCD, mais on va vous apporter de la valeur ajoutée. Parce que c'est un mot-clé. Quand vous intégrez un fournisseur qui a une expertise, vous intégrez en même temps sa capacité à générer non seulement du QCD, mais à vous apporter de la valeur. Ça, c'est vraiment le mot-clé de l'intégration des fournisseurs, c'est se dire quelle valeur ajoutée peut m'apporter un client. Donc, on a conçu finalement notre société de cette manière-là. On a cherché, et je vous l'ai mis, ça va juste prendre 20 secondes, on a essayé d'aller sur le schéma qui est tout en bas, en se disant on va non seulement intégrer des partenaires, mais on va faire en sorte que nos partenaires s'intègrent entre eux. On a abandonné, je vous le dis, j'ai dit 30 secondes, on a abandonné cette structure-là parce que vous voyez le petit cercle bleu qui apparaît entre les trois grands cercles. On a été incapable c'était une vision de rêve en disant comme ça, on va essayer de créer un monde, une espèce d'écosystème en fait, entre nous et nos fournisseurs, sauf qu'on n'a jamais trouvé un système de gouvernance, hein, le rond bleu qui est au milieu, un système de gouvernance qui puisse permettre de fonctionner comme ça. Alors, si vous avez des idées, vous pouvez les inscrire dans le forum, mais nous, on n'a pas trouvé. Alors, mais on est parti sur ce mode de fonctionnement. Et une personne qui vient juste d'arriver. Mais ça restait, et malgré notre volonté de le faire, ça reste encore aujourd'hui, hein, Thierry peut s'en porter garant, ça reste un exercice difficile. La raison est simple. Alors déjà parce que peut-être qu'on est vieux, donc on a du mal à ouvrir les chakras et puis à être agile intellectuellement. On a tout le poids de nos histoires derrière nous. Mais c'est vrai que globalement, si vous regardez les structures organisationnelles des entreprises aujourd'hui, elles ne sont pas faites pour faire de l'intégration. Je vous ai mis 4 pyramides à gauche. Voilà, une entreprise, elle est pyramidale. Notre société civile, hein, si je prends en tout cas une démocratie, elle est pyramidale. Donc, nous vivons dans un système social et sociétal pyramidal. Notre système scolaire est pyramidal. Il est prévu pour répondre à la grosse pyramide qui est tout en haut. Et puisque on est sur un webinaire MFQM et avec le CNAM, les masters QSE, on connaît bien les systèmes de management. Il n'y a pas plus pyramidal qu'un système de management.
Hein, vous partez de la politique, de la stratégie, des processus, des procédures, des instructions, des règles, mais c'est pyramidal. Donc, on a énormément de difficultés à sortir de ce système je dirais, qui est beaucoup plus transversal, puisque intégrer un fournisseur, ça va vous obliger à transversaliser vos organisations et vos processus, à les partager avec la pyramide d'à côté, qui est une boîte noire, avec ses processus et organisations qui sont différentes des vôtres. Donc, ce n'est pas simple. On peut comprendre. Enfin, sur le papier, ça se fait. Dans la réalité, si vous avez un processus de conception à gauche chez le client et un processus de conception chez le fournisseur qui ne respecte pas la même séquence, vous allez avoir du mal à les intégrer pour qu'ils puissent ensemble apporter de la valeur à travers cette fusion. Et donc, il faut sortir de ce mode de pensée pyramidal. Et donc, on y a réfléchi à ça, et puis on le travaille avec certains de nos clients. Donc, on commence à avoir une idée un petit peu plus précise des choses, de la transversalisation des processus entre clients et fournisseurs. Et en fait, on voit apparaître toute une série de mots dont finalement, on les connaît, ces mots, mais qui ne sont pas réellement pratiqués, ni dans les systèmes de management, je dirais, classiques, ni dans notre mode de pensée. Quand je vous prononce des mots comme complémentarité, connexion, relation, organisation apprenante, vision, stratégie commune, contrat social et sociétal entre deux entreprises, échange, architecture polymorphe, complémentarité, je vous l'ai dit, ne sont pas des mots que l'on sait gérer de façon naturelle. Si on faisait un sondage parmi toutes les personnes qui sont présentes dans ce forum, en disant par rapport à chacun de ces mots-là, où est-ce que vous en êtes, comment vous le déployez au quotidien dans votre entreprise, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ronds bleus qui seraient à 100%. Or, pourtant, si on veut intégrer ces nouveaux mots qui sont non systémiques, si on ne les intègre pas, on va avoir du mal à intégrer les fournisseurs. Intégrer un fournisseur, c'est aussi remettre un petit peu d'humain dans tout ça. La relation à distance nécessite un peu, va surdimensionner, je dirais, le besoin de relation. Et ces mots-là vont devenir des mots-clés qui vont permettre de construire, entre guillemets, la nouvelle relation client-fournisseur, pour permettre, je dirais, la dite intégration. Et alors je vous ai montré, donc j'aurais pu mettre ce slide un petit peu avant de vous parler de la méthodologie, parce qu'à un moment, il faut quand même parler méthode, d'intégration des fournisseurs. Il existe 2 méthodologies, on va en parler, mais avant de basculer sur le comment, sur lesquels et le comment, de façon pragmatique, je voulais juste vous montrer 2 exemples qui sont classiques de l'intérêt de l'intégration à travers 2 métiers. Le premier métier, sur les processus support. Parce qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut intégrer, avoir des fournisseurs intégrés sur les fonctions support? Je dis, oh oui. Oh oui, il est largement temps qu'un jour on considère les fonctions support comme des fonctions génératrices de valeur ajoutée. Non, les fonctions support ne sont pas des fonctions à coût ajouté. Les achats ont été très longtemps dans les fonctions support et on voit à quel point en fait ça les fait souffrir à une époque où on demande à nos fournisseurs d'apporter de la valeur. On dit on ne sait pas faire, parce que même dans la cartographie des processus, pour ceux qui font un peu de parmi vous qui ont déjà vu des cartographies de processus qualité, le nombre de fois où la fonction achat est dans la ligne du bas fonction support, c'est quand même assez affolant. Enfin, en 2020, ça reste quelque chose d'assez affolant. Et alors, je vous ai pris ces 2 fonctions-là, la fonction support, à travers l'histoire de la fonction comptabilité, où on a commencé à se dire, il y a 20-30 ans, il faut faire de la comptabilité. Bon, déjà, légalement parlant, il faut faire des choses. Donc, on a des comptables chez nous.
Puis un jour, un petit peu plus tard, on s'est dit, tiens, en interne, ce serait bien que de tous ces chiffres, on puisse en tirer un peu de substance et que ce qui va nous permettre d'agir sur la stratégie des entreprises, hein, ce qu'on va appeler du contrôle de gestion ou du pilotage financier. Et puis aujourd'hui, finalement, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont faire appel, qui vont externaliser cette fonction-là. Vous pouvez choisir un expert comptable qui va vous faire que la compta analytique et qui va juste remplir les aspects légaux. Mais vous pouvez aussi très bien prendre un expert comptable qui va se dire « Ah tiens, quand je lis vos chiffres, non seulement, bon, ça c'est bon, ça a l'air correct, les tendances, c'est plutôt comme ça. » Mais moi, expert comptable qui suis en contact avec 5 autres clients qui sont à peu près dans le même secteur d'activité et qui subissent à peu près le même contexte, par rapport à ça, eux prennent ce type d'orientation stratégique. Et les meilleures pratiques, celles qui donnent le meilleur résultat, en faisant un peu de benchmarking sur des gens qui sont assez similaires à votre entreprise, si je benchmark ça, eh bien, moi, je vous conseille d'intégrer cette information-là. L'expert comptable ne fait pas que de la comptabilité, il va faire aussi de l'ajout de valeur. Il va vous donner une vision contextualisée des résultats de votre entreprise et aussi en comparatif par rapport à d'autres entreprises similaires. Je rappelle quand même que l'objectif c'est un peu la différence entre l'ISO et le FQM pour ceux qui savent, qui connaissent ces deux modèles. L'objectif, ce n'est pas d'être bien, c'est d'être meilleur que votre concurrent. Donc, si vous avez une fonction externe qui non seulement vous positionne par rapport à vous-même, mais vous positionne par rapport à des entreprises similaires, voire concurrentes, vous avez des informations à valeur ajoutée. Donc ça, c'est typiquement comment on peut aussi intégrer une fonction support. Et vous pouvez faire la même chose sur de l'informatique ou de l'entretien, de la maintenance, des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi, dans l'intégration, ajouter de la valeur à travers les processus de réalisation. Alors, petit détail, hein, quand j'entends processus de réalisation, souvent on va parler des processus à valeur ajoutée. Alors souvent, alors c'est pas toujours vrai, mais globalement, c'est commerce, conception du produit ou du service, production du produit ou du service, et puis distribution du produit et du service. Souvent, on va retrouver ces 4 processus fondamentaux. Et eh bien, la démarche est un peu la même que pour le processus support. Dans un premier temps, et encore des entreprises, y compris en Vendée, il y en a une qui n'est pas très très loin de chez nous aujourd'hui, où ils partent du principe qu'il faut intégrer les technologies. OK. Certaines entreprises, il y a déjà pas mal d'années, ont passé à travers des analyses make or buy en disant qu'est-ce qu'on garde chez nous, qu'est-ce qu'on achète. OK. Ça, et on va mettre une stratégie achat derrière pour gérer en QCD ces fournisseurs, ces externalisations, en fait. Ce n'est pas de l'intégration, c'est de l'externalisation. Et puis, effectivement, ces fournisseurs qui sont, puisqu'on a décidé de faire du buy, il y a un moment, on se dit, mais est-ce que mon fournisseur, finalement, il a d'autres clients? C'est son cœur de métier, il a d'autres clients. Donc, il a forcément cherché à optimiser les aspects conception, fabrication, distribution, etc. Et est-ce que je peux en profiter? Le simple fait d'ouvrir la discussion avec un fournisseur sur comment il conçoit, comment il maîtrise sa chaîne de valeur, le simple fait de discuter de sa chaîne de valeur et de voir comment elle peut être complémentaire à la vôtre est forcément un processus générateur de valeur ajoutée pour vous. Et là, tout est le secret de l'intégration du fournisseur, c'est-à-dire cette capacité à ne pas avoir qu'une stratégie achat avec des performances QCD, mais de se dire finalement, puisque mon fournisseur est un expert dans son cœur de métier, comment je peux intégrer cette expertise chez moi. Alors, j'ai plutôt une bonne nouvelle par rapport à ça. C'est que
D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous savez comment sont fabriquées les normes, hein, que ce soit des normes de type ISO ou les normes de type, enfin, ce n'est pas une norme, c'est un référentiel de type EFQM. Les gens qui fabriquent ces normes ou ces référentiels ou ces modèles ne le créent pas comme ça lundi matin en disant tiens, je vais changer quelque chose. Pendant très longtemps, c'est comme ça que ça se fabrique. Ils font ce qu'on appelle les analyses de contexte, des analyses de tendance. Ils font du benchmarking d'entreprise. Elles écoutent leurs anciens auditeurs, enfin leurs auditeurs, pour savoir quels sont les retours des audits qu'ils ont réalisés. Et ils mettent tout ça dans un sac. Ils vont dégager ce qu'on va appeler des mégatrends. Et puis, sur ces mégatrends, ils vont définir des évolutions de normes, de référentiels ou de modèles. Il y a peut-être un mot que vous avez capté depuis presque maintenant 10-15 ans, hein, sur les normes de 2008 et de la fameuse version 2015, qui est pour moi une excellente norme, hein, sur l'ISO 9000, hein, c'est le mot partie prenante. Alors, je ne sais pas, ce mot qui n'est pas encore clair pour tout le monde, apparaît de façon claire dans tous les systèmes, dans tous les référentiels et modèles. Et ce mot partie prenante, il vient de deux pressions, de deux zones de pression. Parce qu'auparavant, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante? De façon très simple, c'est un organisme interne ou externe qui a une capacité, qui peut impacter votre entreprise, qui a un pouvoir d'impact, enfin, un impact suffisant sur votre entreprise pour que vous en teniez compte. C'est un peu cette définition-là. Et donc, ces référentiels ou ces modèles vous obligent dorénavant à tenir compte, à lister vos parties prenantes et à en tenir compte dans votre stratégie. Alors ça, c'est hyper intéressant. Parce que déjà, ça veut dire que vous avez une ouverture par les systèmes de management, si vous êtes ISO 9000 ou 14000 ou 45000, même 50 000 ou 26 000 et autres, vous avez la possibilité, à travers l'utilisation de votre système, de tenir compte, d'identifier ces parties prenantes et de les intégrer dans votre stratégie d'entreprise. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Alors, pourquoi ça a été fait d'abord? Parce que, par exemple, pour les personnes, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient sur… ah, excusez-moi, hop là, j'ai oublié de me mettre en mode… Hop, comme ça ira mieux. Ça a été fait aussi à l'origine pour les adeptes de la RSE. On s'est dit que l'entreprise, il y avait des nouvelles parties prenantes à travers les enjeux sociaux, les enjeux sociétaux. Il va falloir intégrer mieux les salariés et les attentes des salariés en interne. Il va falloir aussi intégrer les acteurs de la société civile qui peuvent avoir un impact sur votre société. Et donc, on décrit souvent en RSE une liste de parties prenantes il y a forcément des actionnaires, il y a forcément les clients, hein, mais vous allez pouvoir intégrer d'autres personnes, comme la société, toute ou partie de la société civile, vos salariés, etc. Et le gros avantage d'intégrer quelque chose, de citer quelque chose comme une partie prenante de votre entreprise, vous oblige structurellement et organisationnellement à en tenir compte. C'est-à-dire de les écouter et de faire en sorte de les satisfaire. Et il y a quelque chose qu'on commence à voir pointer dans certaines entreprises qui consiste à citer quelques fournisseurs comme étant des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on les a identifiés comme des entreprises qui pouvaient vous impacter négativement ou positivement. Et à partir du moment où vous les avez identifiés, vous avez rentré dans la liste de parties prenantes, vous êtes obligé d'en tenir compte dans votre stratégie. Ça change tout. Vous sortez du mode contractuel. Vous êtes obligé d'avoir une relation, de considérer cette partie prenante comme ayant un cahier des charges, ayant des avis, ayant des attentes, et il va falloir que vous en teniez compte dans votre stratégie interne. Alors, l'idéal, c'est que si vous citez quelques fournisseurs parmi votre liste de parties prenantes et que vous assurez de l'autre côté que votre fournisseur vous ait intégré, vous, dans ces parties prenantes, vous avez deux systèmes pyramidaux, hein, comme vous avez sur ce slide, qui finalement ont une liste commune,
enfin, d'intérêts communs. On doit tenir compte l'un de l'autre et on peut utiliser notre système de management pour pouvoir créer des relations stratégiques, cette fois-ci, entre les deux organismes. Le mot est créé. On ne va pas se contenter de faire de l'opérationnel. À travers les systèmes de management et la gestion des parties prenantes, vous pouvez faire des échanges stratégiques entre deux entreprises où vous vous obligez à faire des échanges stratégiques parce que ce n'est pas naturel. Donc, si vous avez chez vous un système de management de la qualité, par exemple, une architecture de ce type, et vous discutez avec votre responsable qualité et il vous dit, bah oui, tiens, moi à propos, je dois chaque année, dans ma revue de direction, je dois identifier mes parties prenantes et je dois en tenir compte dans mon plan qualité. Vous dites, bah, ça serait quand même bien d'y injecter vos quelques fournisseurs stratégiques que vous voulez intégrer. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'une fois que ça rentre dans le système, déjà au moment de la revue de direction, qui est une revue stratégique, vous allez devoir tenir compte de vos fournisseurs clés, de vos fournisseurs stratégiques. Si c'est cela que vous voulez intégrer, déjà vous allez avoir une obligation au niveau de la direction d'en tenir compte et ils vont devoir s'engager à avoir une vision commune. Donc ça, c'est quand même une petite astuce système pour ceux qui sont dans ce domaine pour obliger l'intégration des fournisseurs stratégiques. Bon, tout le monde n'a pas de système de management qui fonctionne comme ça. Donc, il y a une alternative à l'intégration par le système. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais là, je peux vous faire un webinaire pendant 3 heures sur le sujet. Donc, c'est aussi une façon, par exemple, l'un des points, l'un des exemples que je voulais citer, c'est que dans le cadre de la RSE, par exemple, on veut construire des partenariats durables avec certains fournisseurs. Ben, la première chose que vous faites quand vous voulez justement avoir des partenariats durables au sens de la RSE avec vos fournisseurs, la première chose que vous faites, c'est que vous les faites rentrer dans les parties prenantes, vous les identifiez comme parties prenantes de votre organisme. Si vous le faites pour la RSE, qu'est-ce qui vous empêche de le faire pour du QSE, c'est-à-dire pour les relations QCD traditionnelles? Rien ne vous empêche de le faire. Donc, faites-le. C'est la première chose. Alors, je vais passer directement à celui-là parce que je vois malheureusement que le temps passe. C'est que l'avantage aussi de faire cette intégration par le système, ce sera le dernier slide sur le sujet, c'est qu'à partir du moment où vous intégrez un fournisseur dans votre système de management, vous allez devoir discuter d'une certaine forme de convergence stratégique avec votre fournisseur. Si vous voulez tenir compte de cette partie prenante, il y a un moment, il faut que vous ayez une analyse commune du contexte. Sinon, vous ne pouvez pas faire de stratégie commune. Ça veut dire quoi, faire une analyse commune du contexte? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on partage sur justement les éléments de contexte. Il va falloir que l'on échange sur nos forces et sur nos faiblesses si on veut travailler sur des complémentarités de façon à créer de la valeur. Il va falloir qu'on regarde faire un peu d'analyse concurrentielle. Regarder si nous avons les mêmes enjeux sociaux, les mêmes enjeux sociétaux. Il va falloir qu'on regarde aussi ensemble si on a intérêt à faire des choses, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de notre réputation commune. Parce que si vous êtes important, la réputation de l'un va entacher la réputation de l'autre et inversement. Donc, tous ces aspects qu'on retrouve dans les analyses contextuelles de système, vous pouvez les utiliser sur des discussions avec vos fournisseurs stratégiques en disant « et si on prenait tous les éléments de gestion, d'analyse contextuelle obligés par les normes, et si on se mettait d'accord sur la vision de ce contexte et la façon dont on gère ce contexte, on va avoir une partie de notre stratégie qui va être basée sur une analyse commune. Donc forcément, si l'analyse est commune, on va prendre des directions communes et c'est le début d'un travail ou de la volonté de marcher ensemble sur le même chemin. Et là, on développe la notion d'approche stratégique. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser le système pour faire ce genre d'intégration par la stratégie d'entreprise. On va retrouver ça dans des démarches d'achat responsable durable, où vous allez retrouver justement cette volonté d'analyse contextuelle.
Alors, tout le monde n'a pas le niveau de maturité au niveau de ces systèmes de management. Déjà, s'il y en a un, tout le monde n'est pas certifié ISO 9000, 14000, 45000, etc. Donc, certaines entreprises ont ces certifications qui peuvent servir de levier pour l'intégration, mais d'autres ne l'ont pas ou n'ont pas la maturité pour le faire. Donc, il faut proposer une alternative au système de management classique. Alors, je vais vous proposer donc ici finalement une démarche qui est beaucoup plus empirique d'intégration des fournisseurs. Quand je dis empirique, c'est-à-dire qu'elle est bâtie sur, j'irais presque sur le bon sens, et puis dans la manière de créer une vraie relation durable avec un partenaire externe. Déjà, la première chose, c'est vous ne pouvez pas le faire avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Il va falloir que vous sélectionnez les fournisseurs avec lesquels vous avez quand même un intérêt commun, avoir une relation durable. Sinon, bon, c'est sympa d'avoir une relation durable avec des personnes avec qui, d'accord, on va passer du temps, c'est sympa, on se tape dans le dos, enfin on ne peut plus le faire maintenant, mais globalement, il n'y a pas suffisamment de complémentarité ou suffisamment d'intérêt pour y passer du temps. Donc ça va rester du coût ajouté sans valeur ajoutée. Alors, pour tous vos fournisseurs, il y a quelqu'un qui a inventé, c'est un type qui est né, je crois, en 1939, au moment de la guerre, c'est un Slovène. On connaissait peut-être, il s'appelle Krajlik, c'est un de mes, de mes référents, je dirais dans le domaine des achats. Il a fait quelque chose qui est très simple, une matrice très très simple, très facile à construire, que chacun d'entre nous devrait construire finalement, celui qui a managé des fournisseurs. Il se dit finalement, il y a 4 types de fournisseurs. Et pour les répartir, je vais regarder si ces fournisseurs sont, d'abord, est-ce qu'ils sont ce type de fournisseurs pour cette technologie, pour cette expertise? Est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs de cette expertise ou de ce produit sur le marché? Et donc, dans ces cas-là, ils sont sur l'axe des abscisses côté gauche. Il y en a beaucoup. Et puis, ils sont très rares, sont quasiment dans une zone monopolistique. Et puis, vous êtes plutôt à droite. Je discutais avec quelqu'un hier de ArcelorMittal, il me dit des fabricants d'acier, de tôle d'acier en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on est plutôt tendance à être des rares sur le marché. Et puis, sur l'axe des ordonnées, vous allez juste mettre une graduation. C'est est-ce que les produits, ou ce produit ou cette expertise en question a un impact fort sur ma rentabilité d'entreprise. En bas, dire finalement, ce fournisseur ou le produit ou service de ce fournisseur a un impact très faible sur mon prix de revient, on va dire quelque part, sur ma structure de coût. Et puis tout en haut, vous avez le client, enfin le fournisseur qui a un impact fort sur votre rentabilité. Et si vous divisez, vous prenez ces deux axes avec cette graduation, vous allez finalement créer 4 zones. 4 zones qui sont voilà, le type en haut à droite, c'est le type, il est quasiment tout seul sur le marché et il a un impact très très fort chez vous. Moi, je veux bien que vous l'intégriez, mais vous n'y arriverez pas parce que le type, il est en situation monopolistique. Il ne va pas faire des démarches d'intégration chez vous. Vous allez faire des alliances stratégiques, vous allez faire des contrats, vous allez vraiment être très gentil avec lui parce que s'il se barre, vous êtes vraiment dans la panade. Donc, vous allez travailler le relationnel, le contractuel, etc. Mais globalement, vous n'allez pas l'intégrer. Il n'a pas envie de vous intégrer de toute façon. Et puis, en fait, on va retrouver ceux-là, ceux qui sont sur des situations monopolistiques. Sincèrement, il n'y a pas de démarche d'intégration à faire, tout simplement parce que vous n'avez pas la main. Ils n'ont pas besoin de vous. D'accord ? Pas se leurrer, c'est comme ça. Et ensuite, si on va chercher ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont, ils sont nombreux sur le marché, mais il n'y a pas d'impact sur votre prix de revient ou sur votre structure de coût, bon, vous pouvez les intégrer, mais qu'est-ce que vous allez y gagner ? Parce que bon, c'est un jeu gagnant-gagnant. Donc peut-être que pour lui, vous êtes important, mais pour vous, il n'est pas important.
parce que non seulement il y a plein de concurrents, mais en plus, honnêtement, même tous les efforts que vous allez faire, vous allez gagner peanuts. Donc, ce n'est pas là que vous allez mettre votre énergie. Ce n'est pas là que vous allez trouver les fournisseurs intégrés. Là où vous allez trouver des fournisseurs intégrés, c'est là. Quand vous faites cette matrice, ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas si nombreux que ça, en fait. C'est peut-être 3, 4, 5 fournisseurs, plus si vous avez des systèmes hyper complexes, hein, comme une automobile, par exemple. On a quand même quelques milliers de composants à l'intérieur, donc il y en a quelques-uns qui se retrouvent, et pas mal, avec 2 chiffres ou 3 chiffres à l'intérieur de cette case-là. Mais qui sont ces fournisseurs, qui sont nombreux sur le marché, en fonction support ou autre, hein, et qui, en même temps, ont, comment dire, un impact sur votre rentabilité. En fait, ils sont importants pour vous, vous l'avez compris, impact sur la rentabilité. Ces fournisseurs, ils sont nombreux, donc eux-mêmes sont dans un contexte concurrentiel. S'ils sont dans un contexte concurrentiel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre dans ce monde concurrentiel, il faut qu'ils soient bons en coût, qualité, délai. Il faut qu'ils soient bons dans leur réponse à leurs clients. Et comme ils sont en mode concurrentiel, ils sont intellectuellement favorables à des alliances durables. Ah, ça, c'est quand même intéressant. Et puis, parce qu'ils sont en monde concurrentiel, ils sont forcément orientés coût et orientés valeur ajoutée. Sinon, ils ne survivent pas. Donc, vous avez quand même là un terreau, une extraction de quelques fournisseurs qui ont cette caractéristique. Ce sont les clients, enfin les fournisseurs idéaux pour l'intégration. Alors, reste à savoir comment, à quel niveau on intègre un fournisseur. On sait qu'on va aller chercher parmi cette liste-là, sur des fonctions support, comme sur des fonctions à valeur ajoutée. Hein. Reste à savoir autour de quoi vous allez faire une stratégie commune. Parce qu'intégrer, d'accord, mais les intégrer où? Et les intégrer à quel niveau de votre organisation? Reste à savoir donc, quand vous faites vos analyses stratégiques, de quoi vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin de plans de compétitivité. Vous avez peut-être besoin, pour pouvoir être fort par rapport à vos concurrents, d'ajouter de la valeur sur vos produits. Vous avez peut-être besoin d'avoir le même produit au même coût, mais d'être plus rapide sur le marché. Vous avez peut-être besoin d'ajouter des services à votre produit pour justement être meilleur vous-même sur votre marché. Et donc, vous allez devoir identifier à travers ces fournisseurs qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter comme valeur et dans lequel de vos processus. Quel est l'intérêt stratégique de votre collaboration? Ça ne peut pas être partout. Et si vous allez chercher un plan de compétitivité, peut-être que vous allez le faire, vous allez les intégrer au niveau de votre processus de conception ou de production. Si vous travaillez sur la valeur ajoutée produit, là, on est à peu près sûr de travailler avec le commerce, avec les processus commerce ou processus conception. Peut-être que si c'est du time to market, vous allez faire une intégration au niveau des aspects supply chain et logistique. Mais vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas parce que vous intégrez un fournisseur que vous intégrez tout le fournisseur. Vous pouvez intégrer une partie des processus de votre fournisseur, ceux qui sont utiles aux vôtres, pour un jeu gagnant-gagnant. Donc, il ne faut pas voir la boîte noire dans son ensemble chez votre fournisseur. Il faut voir dans cette boîte noire quels sont les éléments de processus que vous avez intérêt à mettre en commun. C'est ce qu'on appelle les intégrer dans les processus dits à valeur ajoutée, mais pas partout. Il faut savoir limiter les choses. Donc, savoir quel fournisseur et dans quel processus vous allez les intégrer. Ce sont 2 clés pour pouvoir y arriver. Et donc, ensuite, une fois que vous avez déterminé ça, vous pouvez suivre une démarche qui peut paraître de bon sens, hein, mais qu'il faut absolument, je dirais, respecter, parce que c'est quand même une roue à cliquer. Et il va falloir intégrer le fournisseur à 2 niveaux, au niveau opérationnel, mais ça c'est déjà fait en général, mais au niveau stratégique. Donc, je vous ai mis juste sur ce slide, comment dire,
je dirais, une espèce de roadmap en 8 points qui sont 8 fondamentaux de l'intégration d'un fournisseur. Et ça commence par le 1, l'engagement de la direction. Sans engagement de la direction, c'est-à-dire la direction, en fait, c'est l'accord de, je dirais, de mixité stratégique, en fait, quelque part. Donc, si ce n'est pas signé en bas de la feuille, comme quoi on intègre tel ou tel fournisseur qui nous oblige à avoir un certain nombre de comportements, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc là, vous avez une série une roadmap en 8 points qui sont hors système, qui parlent de l'engagement de la direction, de quels produits et services parle-t-on, dans quel processus on va les intégrer, en conception, etc. Quels sont les objectifs de coopération à bien discuter, à bien mettre en évidence. Quels sont, et puis on va commencer à se dire, mais finalement, parmi nos fournisseurs, ce n'est pas forcément celui avec qui on travaille aujourd'hui que c'est celui que l'on va intégrer. On peut peut-être en intégrer un autre qui aujourd'hui est peut-être moins bon en QCD, mais qui est capable de faire l'effort de s'améliorer pour pouvoir être plus performant avec nous demain. C'est-à-dire qu'il est bon en QCD, mais structurellement, le type, il est prêt à faire des efforts pour pouvoir se développer, monter d'un cran voilà, et grandir avec vous. Donc, ce n'est pas forcément l'actuel qui est celui qu'on va intégrer. Pas oublier ça. On va faire du cadrage, on va faire de la motivation et on va évaluer la performance du partenariat. C'est-à-dire qu'à un moment, se dire, si on fait un partenariat, comment est-ce qu'on le pilote et comment on l'évalue. Dans toutes ces étapes-là, vous voyez, l'étape fondamentale, enfin, hormis l'engagement de la direction, c'est la présélection des fournisseurs. Si vous voulez intégrer un fournisseur, il va falloir apprendre à le connaître. Ça, c'est… Et apprendre à le connaître, ça veut dire y aller, ça veut dire discuter. C'est évaluer son management, évaluer ses performances à travers un certain nombre de points clés, évaluer son aptitude sur chacun des éléments de son organisation. Si vous faites de la collaboration projet et que le type il a un processus de conception ou projet qui est merdique chez lui, avant de l'intégrer, il va peut-être falloir le développer. Il va falloir aussi évaluer son attitude. Est-ce que le mec il a envie ou pas? Donc il y a une fonction principale qui n'existe pas forcément dans les entreprises, mais qui est fondamentale. Avant de faire de l'intégration, il va falloir que vous ayez des gens chez vous qui soient des intégrateurs. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'évaluer le management d'une entreprise, d'évaluer l'aptitude, d'évaluer l'attitude, qui est capable de dire ça, c'est mon fournisseur, de le décrire, et ça, c'est nous. Et se dire, à travers l'équivalent de ce qu'on appelle un SWOT, se dire quelles sont les forces et faiblesses de chacun. Parce que si vous mettez une force et une force de chaque côté, vous allez obtenir peut-être 1 plus 1 égale 3. Si vous avez une force et une faiblesse et une force, il va d'abord falloir travailler les complémentarités avant d'avoir une force et une force. Si vous avez une faiblesse de chaque côté, n'espérez pas d'avoir de la création de valeur. Donc, il va quand même falloir comparer les forces et faiblesses de chacun des partenaires pour savoir quelles sont les possibilités de création de valeur. Vous pouvez l'avoir tout de suite, mais vous pouvez aussi décider, avant de démarrer la collaboration, de demander à votre fournisseur en disant si vous vous améliorez sur tel type de processus, demain, on pourra le mélanger avec le nôtre. Donc ça, c'est vraiment le démarrage stratégique. Il y a ce travail de réflexion et de construction, d'identification, de mise en niveau des fournisseurs, de connaissances, je dirais bilatérales, avant de faire ce qu'on appelle du développement opérationnel. Parce que le développement opérationnel, effectivement, il est là où c'est important. Je regarde le temps qui passe. Delphine, tu m'as, si à un moment vraiment, il reste 10 minutes, j'espère, pas plus, hein, je crois. Hein, ça va elle ne dit rien. Il y a un moment, intégrer, ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait les mêmes approches. Ça, on en a parlé au niveau stratégique. Mais il va falloir aussi qu'on parle le même langage. Là, je vous ai mis un exemple, ce qui n'est pas forcément facile à lire. C'est si vous voulez intégrer un fournisseur dans la conception de vos produits. OK, vous en avez un bon. Il a de la R&D, il a des laboratoires, etc. Vous voulez l'intégrer pour co-concevoir avec lui. OK, pas de souci.
Sauf qu'il va d'abord falloir regarder si la façon dont il gère un projet produit, il le gère de la même manière que vous. Parce que si vous n'avez pas les mêmes processus de développement produit, si entre chaque phase du processus, vous n'avez pas les mêmes activités, ben c'est une tour de Babel. Vous ne pouvez pas co-concevoir ensemble, puisque vous n'avez pas le même jalonnement, vous n'avez pas les mêmes activités, vous n'avez pas les mêmes procédures, vous n'avez pas la même façon d'aborder les choses. Derrière la volonté, vous allez passer un temps fou à dire « Ah non, mais je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ah, c'est comme ça. Ah oui, mais nous, on ne fait pas comme ça chez nous. Alors, comment fait-on » Il vaut mieux faire ça a priori qu'à posteriori, parce qu'à posteriori, ça se fait toujours dans le conflit après qu'on ait perdu des choses. Donc, la phase d'intégration, que ce soit un processus de conception, un processus de production, un processus d'achat commun, hein, par exemple, nécessite déjà que de chaque côté du client et du fournisseur, on liste les processus, hein, comme je l'ai fait un peu sur, enfin, là, c'est pas très très clair sur ce slide, j'en suis désolé, qui est un processus produit en disant, bon, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la façon dont on bosse ensemble, étape par étape. On va concevoir, OK, c'est quoi un projet produit? C'est quoi les activités? Et puis, une fois que vous êtes mis d'accord, alors ça peut être la même chose en production, hein, ou en distribution, sur la supply chain, hein, comment est-ce qu'on organise les approvisionnements, où on optimise les choses ensemble. Mais une fois que vous vous mettiez d'accord sur la terminologie, sur le séquencement des choses. Mais une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas suffisant. Si vous voulez créer de la valeur, c'est-à-dire que vous voulez partager les ressources, partager les moyens, vous reprenez encore toute cette liste, cette fois-ci commune, de vos activités, il va falloir décider qui fait quoi. Et se dire pour chacune des activités du processus commun, de se dire, ben, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Alors, ce n'est pas toujours simple hein, d'accepter que le leadership d'une activité de votre processus produit soit le leader, soit dans l'autre camp. Combien de fois j'ai vu des intégrations, des volontés d'intégration de fournisseurs, on s'est dit « Ah, vous avez un laboratoire? Ah, ben super, je vais vous demander de faire les tests du produit pour moi. Ah, pas de souci, j'ai un labo. » C'est très bien, on va gagner du temps. Et puis comme ça, si vous voyez une anomalie sur le produit, vous allez pouvoir le corriger et tout de suite, monsieur le fournisseur, et puis vous allez le retester dans votre labo, et puis vous allez nous informer que le produit qu'on vous a demandé, il était comme ça, mais vous allez nous dire, mais ça ne marche pas, on a corrigé un truc, ça c'est la même fonction, et cette fois-ci, elle marche parce qu'on l'a testé dans nos laboratoires. C'est ça, intégrer un fournisseur. Et moi, j'ai tellement vu de cas dire, OK, vous avez vérifié ça, vous avez modifié un truc, vous avez vérifié que ça marche. Bon, mais avant d'aller plus loin, on va quand même revérifier nous-mêmes. L'intégration du fournisseur, c'est aussi faire confiance à l'autre. C'est-à-dire que s'il vous donne des éléments de preuve comme quoi ce qu'il a fait est correct, vous n'avez pas à le refaire vous-même. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, dans ces notions opérationnelles, quand on veut intégrer un fournisseur, c'est déjà de se mettre d'accord sur les processus. On doit avoir des processus communs, cohérents, si pas identiques. Hein, identique, c'est le mieux. Cohérent, c'est déjà pas mal. De reprendre les activités de chacun de ces processus et se dire, est-ce qu'on parle bien de la même chose et est-ce qu'on procède de la même manière? Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, OK, maintenant qu'on sait le faire tous les deux, qui le fait? C'est toi ou c'est moi? C'est ce qu'on appelle transférer ou décider des responsabilités et autorités. Vous donnez des responsabilités à votre fournisseur, même des autorités de prendre certaines décisions qu'auparavant vous preniez vous-même. Mais c'est lui qui va prendre la décision, il va juste vous expliquer pourquoi il a pris cette décision. Et ça, c'est vraiment une phase d'intégration opérationnelle qui est fondamentale et très longue. Il vous faudra du temps pour faire ça, parce qu'il va falloir trouver des compromis sur chacun des éléments de votre organisation. Imaginez que donc à ce stade-là, vous avez décidé de quel fournisseur, vous avez une vision stratégique, des points stratégiques communs. Globalement, vous êtes d'accord sur là où vous voulez aller ensemble sur une durée de autant, avec quel objectif? C'est du stratégique. Vous avez commencé au niveau à intégrer vos processus, c'est-à-dire à vous répartir
les tâches, je dirais, des processus que vous avez décidé d'intégrer. Vous en êtes arrivé là. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a du temps qui a passé hein, déjà pour en arriver là. Maintenant, une fois que vous avez ces deux choses-là, il va créer une chose qui n'est pas simple parce qu'elle n'est pas naturelle. Il va falloir aussi concevoir, manager et évaluer la relation avec le fournisseur que vous intégrez. Concevoir une relation, manager une relation, évaluer une relation. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous intégrez un fournisseur, là, je vous ai mis une liste sur des choses qu'il faut parler. Si vous voulez, ce n'est pas comme un contrat de mariage, mais il va falloir prendre chacun des cas et puis se dire qui fait quoi, quels sont nos accords à court terme et à long terme, qu'on n'ait pas de divergence de vue, ni stratégique, ni opérationnelle. Quels sont les acteurs? Qu'est-ce que vous mettez de votre côté pour gérer la relation? Qui va-t-on mettre de notre côté? Comment est-ce qu'on gère la confidentialité? Ça, c'est un point important, la notion de propriété. Quel est le planning? Quels sont les objectifs QCD? Comment on va gérer nos divergences d'opinion? Quelles vont être les instances d'arbitrage quand on va vous demander d'intégrer nos processus? Quels moyens et ressources il faut parler de ça. Et une fois qu'on a mis ça en place, il va falloir aussi qu'on discute de temps en temps. Quelles sont les modalités de la relation? Qui a le leadership de cette intégration? Comment est-ce qu'on pilote notre relation? Comment est-ce qu'on fait de la coordination? Comment on évalue la qualité de notre relation? Ce n'est pas que du QCD, c'est aussi de la qualité. Si vous avez pris des engagements stratégiques, comment fait-on pour s'assurer qu'il y a bien cette convergence stratégique? Si on s'est engagé à mettre un investissement, parce qu'on est confiant, parce qu'on s'est mis une intégration avec un minimum de 3 ans, on a signé des contrats de collaboration 3 ans, le fournisseur dit super, j'ai de la visibilité pendant 3 ans, je vais investir une nouvelle machine parce que grâce à cette nouvelle machine, je vais pouvoir apporter des solutions de productivité. C'est-à-dire que le processus de production va être plus efficace. Ou je vais investir dans de l'innovation pour pouvoir vous l'apporter, mais il faut que j'embauche 2 personnes pour faire de la conception. Mais je vais vous l'apporter. D'accord? Ce sont des décisions stratégiques fortes. Et donc, il va falloir, ce n'est pas que du QCD, il faut que de temps en temps, on discute. Vous avez prévu d'investir une machine. Concrètement, vous l'avez fait. Donc, il va falloir aussi vérifier. Ce n'est pas parce qu'on décide d'une collaboration que tout va bien se passer. Il faut aussi qu'on se donne les moyens d'en évaluer la performance, l'efficacité et l'efficience. En termes de résultats, ça c'est important, ça me paraît évident, mais c'est aussi en termes de perception. Parce que ce qui peut détruire une intégration, c'est parfois aussi des mauvaises relations interpersonnelles. Donc, il y a une notion de résultat et de perception qui doivent être aussi apparaître comme des indicateurs de performance d'une relation entre un client et un fournisseur intégré. Un résumé un petit peu de cette démarche donc, que vous pourrez relire et on pourra en reparler par la suite, qui est hors système, hein, c'est plutôt du bon sens, qui consiste à dire que finalement, pour une démarche d'intégration, d'abord, il faut commencer par un engagement de la direction. Il faut que vos acheteurs soient pas que des gens qui font du make or buy avec de la stratégie achat à court terme, mais que ce soit des acheteurs intégrateurs. C'est-à-dire qu'ils aient cette démarche long terme, cette notion de partenariat, en faisant converger les processus pour non seulement générer du QCD, mais aussi absorber et créer de la valeur. Vous l'avez compris, il y a une dimension stratégique et une dimension opérationnelle à créer. La dimension stratégique, c'est l'analyse contextuelle des 2 partenaires et la décision d'une feuille de route stratégique sur lequel on va s'engager à des collaborations durables avec des objectifs de collaboration durables. Mais que tout ça, ça ne peut marcher que si derrière les opérationnels s'accordent sur la façon de travailler ensemble, ce qui nécessite d'entrelacer les processus et de redistribuer les responsabilités et autorités. Une fois que ça s'est fait, une relation n'existe que si elle est gérée. Donc, il va falloir créer des outils collaboratifs pour justement faire en sorte que cette relation entre 2 partenaires distants
voilà, il faut s'affranchir de la géographie et créer des outils collaboratifs, mettre en commun des méthodes, mettre en commun des outils. Et une fois que tout ça s'est fait, même si tout ça s'est fait, il faut quand même garder un minimum d'instances de pilotage et de surveillance de cette liste de fournisseurs intégrés. Avant de conclure, je vous ai mis ici aussi quelques autres conditions de réussite qui nous paraissent évidentes, qui peuvent paraître évidents, mais il faut les citer. Donc, l'acheteur, il faut qu'il sorte de sa peau de cost killer. Il va falloir qu'il pense intégration. Il va falloir qu'il pense même parfois à dégrader ses performances court terme pour obtenir des performances un peu moins bonnes, mais garanties sur un long terme. C'est la notion d'achat durable, en fait, quelque part. Sacrifier un peu maintenant pour gagner un peu moins, mais plus longtemps. Donc, c'est un nouvel état d'esprit. Vous ne ferez pas d'intégration de fournisseurs sans avoir un minimum d'accompagnement sur des personnes qui savent faire du QSE, de la RSE, pour justement faire des spécialistes de la gestion des processus et des organisations. Vous avez besoin de gens qui sont capables de faire de l'évaluation d'aptitude et d'attitude des fournisseurs pour détecter les forces et faiblesses, les risques et opportunités à prendre de chaque côté. N'oubliez pas que de l'intégration, c'est aussi un plan de communication interne. Vous savez, si vous décidez d'intégrer un fournisseur concepteur, les premiers qui vont résister, peuvent être en interne chez vous, des gens qui vous disent « mais si je fais venir l'expertise du fournisseur, c'est plus moi l'expert ». Il y a des gens qui peuvent se sentir socialement en danger par des démarches d'intégration. Donc, s'ils se sentent en danger, c'est naturel. Ils vont être debout sur le frein. Donc, il n'y a pas d'intégration sans des plans de communication interne. Comme le cas, je vous disais avant, c'était la gestion des compétences. Intégrer, c'est intégrer les compétences de l'autre qui peuvent être en doublon par rapport à certaines des compétences chez vous. Il y a un moment, il va falloir arbitrer les choses. Ce n'est pas simple à faire, mais il va falloir le faire. Donc, il va falloir gérer les compétences, cette maîtrise de l'interdépendance et aussi à travers la communication. Et si je peux me permettre le petit détail à la fin, c'est si en plus vous intégrez des fournisseurs qui sont géographiquement très éloignés, n'oubliez pas qu'il faudra quand même y ajouter une gestion interculturelle, une gestion de maturité avec des approches différentes. Non, un Chinois, un Indien ou un Tchèque n'est pas un Français qui parle anglais. Ils ont, même au niveau QSE, des niveaux de maturité différents. Au niveau de la RSE, n'en parlons pas, ça peut être complètement différent. Donc, intégrer je dirais, des principes QSE, RSE avec des fournisseurs qui sont éloignés culturellement, il faut ajouter une dimension supplémentaire à prendre en compte. C'est vraiment à prendre en compte. Et donc voilà, c'est un peu le résumé. Et puis j'espère que, comme d'habitude, j'ai toujours été un peu plus long que prévu. Moi qui pensais être trop court, non. Je dirais, j'ai juste mis 6 points ici qui me semblent un peu un résumé de ce que j'essaie de vous faire passer. C'est intégrer, ça revient à considérer le fournisseur comme un de vos maillons stratégiques. Donc, il faut qu'il entre dans les discussions stratégiques de votre entreprise. Donc, ça rentre dans les couches de management, ça rentre au niveau de la direction. On ne ferait rien sans eux, sans engagement de leur part. Deuxième point, un fournisseur doit être un membre permanent des équipes projets ou processus. Quand on intègre, on intègre. On n'intègre pas le lundi pour mardi le considérer comme un fournisseur. Il est un membre permanent de vos équipes projets. Dès que vous avez un nouveau projet où il est concerné, il faut qu'il soit informé et intégré. Sinon, ce n'est plus de l'intégration. Le troisième point, c'est l'intégration passe par la suppression des rigidités initiales. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer son expertise, il va falloir que vous considérez que votre expertise peut être elle doit être remise en cause. La remise en cause, ça veut dire que vous ne les considérez plus comme des choses qui sont inamovibles, inaltérables, ad vitam aeternam. Il faut accepter de remettre certaines de vos certitudes sur la table et de les confronter aux certitudes de vos fournisseurs. Le quatrième point, c'est il n'y a pas d'intégration court terme, ça n'existe pas. Donc, il faut absolument cadrer votre intégration par des projets long terme et des engagements long terme. Vous comprenez bien le point numéro 5, c'est plus de boîte noire qui
communiquent par du contrat, sont deux boîtes noires qui ont décidé d'échanger une partie de la boîte noire, mais on est transparent ou pas, quoi. Si on décide de travailler ensemble, ben, il faut communiquer ensemble. Il y a des aspects, je dirais, comportementaux à avoir, et le premier à avoir, c'est la transparence. Et puis, j'ai quand même laissé le numéro 6 pour ne pas avoir un langage de bisounours. Intégrer, c'est bien, mais ce n'est pas parce que vous intégrez que vous faites confiance qu'il ne faut pas garder un minimum de surveillance. Parce que finalement, la surveillance et des indicateurs communs de performance, c'est peut-être le meilleur moyen d'entretenir la confiance en réagissant avant qu'il soit trop tard. Donc voilà, c'était les 6 points supplémentaires que je voulais partager avec vous. J'ai été un peu plus long que prévu. J'espère que voilà, je voulais vous échanger et puis partager ce que nous vivons au quotidien quand on nous demande de rapprocher deux partenaires qui étaient à l'origine uniquement liés par des contrats coût, qualité, délai. Et à chaque fois qu'on a eu à développer des relations qui dépassaient ces contrats-là, il a fallu passer par ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire les aspects stratégiques et opérationnels à travers l'entrelacement des processus. Et le dernier point, la partie construction et maintien de la relation, qui ne se font pas de façon naturelle. J'en ai fini avec ce long discours. Delphine, est-ce qu'il s'est passé des choses pendant cette heure et demie? Eh bien, écoute, je pense que les personnes ont été attentives parce que je n'ai pas eu de questions, moi, dans le chat. Ah. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à le poser. Enfin, j'avais posté un petit message il y a quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Parfois, ça peut être un peu plus facile à l'oral. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour. Bonjour. Je peux poser une question? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Nous, on a fait des partenariats avec des fournisseurs, notamment sur quelque chose qui se rapproche à des plans de compétitivité. En fait, on a fait pas mal de partenariats sur des processus lean, en fait, essayer de faire des... Comment on a fait un diagnostic, en fait, de l'état de notre relation avec le fournisseur et on a fait des actions de progrès des deux côtés. Ça a été assez efficace chez certains fournisseurs. On a vu énormément de progrès. Par contre, au niveau des achats, ils ont du mal en fait à derrière récupérer le gain quand nous, on achète la prestation suivante au fournisseur. Et donc, je voulais savoir, vous, comment vous proposez de gérer ça en interne. Du coup, pour l'instant, on se dit que probablement, il ne faut pas les considérer comme acquis et les remettre en concurrence à chaque nouvel achat. Donc, je voulais juste avoir votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour que tout le monde sache qui vous êtes? Donc, moi, je travaille au chantier de l'Atlantique et je suis ingénieure Lean. D'accord. Merci. Merci. Alors, c'est une question intéressante. Alors, je vais en profiter pour passer un message et je réponds directement à votre question après. Oui, par exemple, au niveau des achats, nos amis des achats, c'est que, comment dire, j'ai travaillé très très longtemps et je vais rebondir parce que j'ai eu ce cas justement de plan de compétitivité fournisseur. Et ça me permet de passer un message au préalable, c'est que quand l'acheteur peut très bien dire, écoutez, moi déjà, je vais changer de fournisseur et je vais le mettre à 3000 km, 5000 ou 10 000 km et même en coût complet, je vais gagner peut-être 10%, c'est bien quand il obtient 10% de gain de compétitivité parce que j'ai changé de fournisseur, je suis allé plus loin. Ok. Déjà, la première chose, c'est qu'avec les achats, une première discussion, c'est quand il vous dit « je vais gagner 10%», de poser lui la question « dans combien de temps ?» Parce que entre le moment où il décide de changer de votre fournisseur actuel avec un fournisseur qui est très éloigné, il va consommer du temps et de la ressource pour aller les sélectionner, pour prospecter.
sélectionner, vous allez ensuite le qualifier, le produit, et ensuite vous allez faire des essais sur leur process, et puis vous allez instaurer la chaîne logistique, et puis et ça peut prendre très facilement 2 ans, 3 ans. Moi, mon expérience des qualifications de nouveaux fournisseurs sur des composants complexes, c'est en minimum 2 ans. Bon. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que, et encore au bout de 2 ans, vous n'avez pas tout de suite la compétitivité, parce qu'avant d'avoir la compétitivité, il va falloir rembourser tout ce que vous avez dépensé pendant 2 ans pour en arriver là. Donc concrètement, la compétitivité, vous commencez à l'avoir peut-être à 2 ans et demi, 3 ans. Bon, imaginez, pourquoi je vous dis ça? Bon, d'abord parce que j'ai un petit message en disant, ne croyez surtout pas que acheter à 10 000 km, c'est la solution à tout. Ce sera, vous l'achetez à 10 000 km, mais c'est dans 3 ans, vous allez gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ces 3 ans? Si vous avez gagné effectivement 10%, vous voulez gagner 5 à 10%. Qu'est-ce qui empêche les achats de faire un deal avec votre fournisseur en disant, écoutez, ce n'est pas compliqué, je sais que j'ai besoin de 10%, j'aimerais avoir 10% dans 3 ans. Parce que la réalité de l'acheteur, c'est ça. C'est dans 3 ans qu'il l'aura. Qu'est-ce qui l'empêche de dire avec un fournisseur actuel, de l'inviter, de discuter avec ses équipes Lean, s'il en a, ou avec ses ingénieurs méthode et industrialisation, même ses acheteurs, de vous rencontrer, vous, et de se dire, écoutez, on fait un deal. L'objectif, c'est de gagner, je ne sais pas, 8% ou 10%. Et nos équipes Lean et il y a des tas de choses en ligne, vous savez, vous pouvez faire du co-design, vous pouvez faire des chantiers de tout type, des Hoshin, des machins, vous connaissez tout, je ne vais pas vous expliquer le ligne, vous êtes expert, des chantiers de productivité qui cumulés sur 3 ans, c'est long 3 ans, vous permettent d'obtenir les 8% ou les 10%. Et l'une des manières de faire, c'est justement de dire à l'acheteur, raconte pas de conneries, combien de temps tu me donnes pour arriver au même résultat que si tu changes de fournisseur? Il n'y a aucun fournisseur qui change de manière immédiate. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il y a toujours un temps. Et vous pouvez très bien contractualiser ce temps. C'est-à-dire discuter avec l'acheteur en disant, tu veux 8%? Combien? 2 ans? OK. Est-ce que tu peux t'engager avec le fournisseur actuel à ce que tu restes avec lui pendant 2 ans? Tu lui garantis un volant d'affaires. Et l'objectif, c'est qu'à 2 ans, on rediscute du contrat avec vous, mais l'objectif, c'est d'avoir ces 8% ou ces 10%. Et on va entrelacer nos équipes pour se mettre d'accord sur des aspects de simplification produit, de standardisation, de design to cost, tout ce que vous voulez comme outil. On va tous les déployer pendant 2 ans pour en arriver là. Donc, c'est un contrat. C'est un contrat de productivité. Mais à la fin, l'objectif, effectivement, c'est que l'acheteur, il a besoin de ces 10%. Donc, c'est effectivement un travail en collaboration, mais objectivé, en valeur et en temps. Mais si vous objectivez ça avec votre fournisseur, il va forcément mettre, s'il a envie de vous garder parce que vous êtes important pour lui, il va y aller. Parce qu'il sait qu'il a 2 ans devant lui, mais au bout de 2 ans, s'il n'y est pas, il ne pourra rien dire. Il sait qu'il est fautif quelque part. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, en partie. Je pense que nous, probablement, les contrats qu'on passe sont au projet. C'est des projets longue durée, mais c'est quand même probablement au projet. Donc, je ne sais pas. Il faut que j'en rediscute en interne. Oui, mais on peut le faire sur des projets. Alors je ne sais pas comment vous fonctionnez, parce que effectivement, chaque cas, mais j'avais compris que c'était dans le cadre de plans de productivité, de compétitivité. Oui, c'est des plans de compétitivité, mais en fait, on a des projets sur plusieurs années. Donc, effectivement, c'est des contrats qui durent sur plusieurs années. Et puis, effectivement, on a identifié certains fournisseurs qui sont des fournisseurs qui reviennent d'un projet sur l'autre. Mais... Alors, voilà, et donc effectivement, alors c'est soit parce que deux types de productivité, on peut le faire la productivité, je dirais entre guillemets, sur un existant, c'est-à-dire qu'on va améliorer un existant. C'est un plan de compétitivité. Donc là, on peut effectivement se donner, rappeler que rien ne se fait immédiatement et que donc d'avoir un deal clair, stratégique,
avec un fournisseur, honnêtement, un fournisseur, vous lui dites, on vous garde, si vous, voilà, on vous garantit du business pendant 3 ans, on l'écrit, parce que c'est plus dur, c'est de le faire écrire par l'acheteur. On vous achète pendant 3 ans. Mais donc, si vous avez des investissements à faire, vous pouvez faire une rentabilité là-dessus, etc. Vous pouvez faire vos calculs. Vous pouvez travailler avec vos équipes. Mais voilà, pendant 3 ans, on veut obtenir ça. Ça, c'est vraiment le projet de compétitivité pure, le plan de compétitivité. Ensuite, vous pouvez avoir des projets de compétitivité. C'est-à-dire qu'à un moment, vous reprenez, vous allez redéfinir. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal à me projeter dans votre application, mais se dire, voilà, demain, la plateforme produit ou je sais pas, ce nouveau moteur ou ce nouvel ensemble mécano-soudé, il y en aura un autre qui va remplacer l'actuel dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas quel est le temps de projet chez vous, et puis, ou 6 mois, hein, pourquoi pas, j'en sais rien, et de se dire, OK, il est conçu comme ça, aujourd'hui, ce produit, il coûte autant, et demain, il faut qu'il coûte ça en moins. Mais il suffit de l'objectiver et de décider avec le fournisseur des outils lean ou autres qui permettent d'aller chercher ces quelques pourcents. Mais il faut surtout l'écrire de façon dans la stratégie achat. J'ai du mal à me projeter dans votre Non, mais c'est bon, vous avez répondu. Merci beaucoup. Okay, merci. Pas, voilà, chaque cas est un peu différent. Donc, pour moi, un projet chez vous, j'ai du mal à le concevoir en taille et en durée. Donc, c'est pour ça que ma réponse est difficile à faire. On pourra en parler par ailleurs si vous le souhaitez. Ça serait intéressant comme discussion. Je n'ai pas eu d'autres questions de mon côté. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? Soit en ouvrant son micro, soit via le chat. Ok. Bon, pas de questions. C'est tout. Oui, allez-y. Si vous m'entendez, oui. Stéphane Belloc à la Caisse nationale d'allocation familiale. Du coup, je travaillais sur le processus achat, mais là, vous ouvrez plein de perspectives puisqu'on a avancé sur la stratégie achat, mais pas jusqu'à l'intégration des projets stratégiques communs avec les fournisseurs. Du coup, vous avez donné une matrice aussi pour nous indiquer dans quel contexte on pouvait du coup, essayer d'intégrer, nouer une relation d'intégration. Nous, actuellement, on est sur des marchés avec Test, avec POC, du coup, pour justement intégrer en amont dans la procédure du coup, une relation fournisseur où il nous aide à construire du coup le contenu de notre marché. Et du coup, cette intégration peut se faire dès l'amont de la procédure. Parce que sur les contrats, on va dire stratégiques dont on dispose, on a une durée finalement moyenne de contractualisation de 2-3 ans. Là, je fais référence par exemple à l'architecture téléphonique, à la relation usagée. Et c'est vrai que le temps de reformalisation du prochain marché, dans le cadre de des règles de mise en concurrence, fait que à peine le marché est-il conclu qu'on reformalise du coup le prochain marché avec le risque et la chance d'avoir un fournisseur qui est de niveau stratégique dans le cadre d'un projet stratégique et en montant et en contenu stratégique, mais de fait, du coup, c'est intéressant d'investir la relation, mais on a la donnée variable qu'on n'aura pas forcément ce fournisseur à nouveau. Donc, ça peut se produire effectivement qu'on ait des relations qui se renouent, comme le disait notre collègue, mais pas forcément. Ah oui, mais c'est vrai que après, bon, quand je vous ai montré cette matrice, effectivement, alors encore une fois, chaque cas est différent, mais bon, si vous avez des fournisseurs qui sont dans un projet, qui sont intégrables dans un projet et que vous ressentez que dans le deuxième projet que vous allez construire, que vous allez lancer simultanément,
il ne va pas se situer. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y est pas? Bon, ça, je ne peux pas y répondre. Mais on est bien clair que si vous, déjà dans le projet suivant, vous dites il n'y sera pas, bon, moi, j'ai pas de entre guillemets de conseils à donner, mais sur ce sujet, mais vous êtes plutôt dans la gestion court terme. Oui, c'est plutôt la vie du contrat qui a fait que, là, en l'occurrence, par exemple, le partenaire, le fournisseur d'accès avec qui on a contractualisé, lorsqu'il y a eu des crises, il n'a pas su répondre. Et du fait, même si on avait commencé à nouer des relations, parce qu'il y a des développements qui peuvent se faire en cours, qui peuvent être prévus dans les clauses du marché, etc. Mais du coup, là, c'est l'histoire qu'on a vécue avec lui qui fait que on ne va pas forcément le rechoisir. Et c'est pour ça que, justement, si on veut avoir une démarche d'intégration des fournisseurs, c'est-à-dire une vraie démarche politique, une vision stratégique de l'intégration des fournisseurs, il faut déjà se concentrer sur un portefeuille de fournisseurs sur lequel, effectivement, on se dit, il est sur ce projet-là, mais il y a de grandes chances qu'il soit sur le projet d'après. Et de pouvoir avoir cette vision à très long terme, ça permet de construire une vision stratégique commune. Après, donc ça, c'est la vraie intégration long terme. On souhaite tous avoir ce genre de choses et d'avoir des fournisseurs qui répondent à nos besoins sur le long terme. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des fournisseurs qui sont dans cette matrice et vous dites, voilà, il y en a pour 2-3 ans. Après, derrière, il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas sur le projet suivant. Et, vous pouvez l'intégrer partiellement. C'est-à-dire que sans dévoiler, sans aller l'intégrer sur les démarches stratégiques, vous pouvez quand même à un moment lui dire, bon, c'est pas parce qu'on n'a pas de vision stratégique qu'on ne va pas entrelacer nos processus pour faire de la co-conception ou de la coproduction. Mais là, c'est plutôt de la collaboration. Quand on parle de co-conception, de coproduction, de co-supply chain, enfin, il y a plein de co-quelque chose, mais on n'est pas sur le terme intégration proprement dit. Mais rien ne vous empêche d'intégrer un fournisseur pendant 6 mois. Mais ce n'est pas au sens que je voulais déployer aujourd'hui. Mais si vous voulez un moment, dans un nouveau projet, faire participer un fournisseur, moi je vous invite effectivement dans le début du projet ou au bon moment du projet, enfin, au tout début c'est le mieux, c'est au moment des cahiers des charges, des revues de conception, des revues des attentes clients, même si vous savez qu'il ne sera pas dans le prochain projet, mais faites-le intervenir quand même. D'accord, merci. Vous pouvez, rien ne vous empêche de faire un benchmarking avec vos fournisseurs. Puis même à la limite, si vous ne le gardez pas sur le projet suivant, il appréciera que vous l'ayez intégré dans le projet actuel. Et puis, il comprendra d'autant mieux qu'il n'est pas sur le suivant. Et au troisième, il se souviendra du premier où vous l'avez intégré. Vous avez été transparent avec lui. Le mot transparent, c'est important. Merci. Merci pour vos questions. On va conclure, je pense, Pierre-Vincent. Comment conclut-on, Delphine? Merci à toi pour merci à vous. Consacré. Ouais, merci. Et puis merci à vous, participants. Merci. Et merci pour vos questions, à ceux qui ont pris la parole. Et on vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt. Et si j'ai bien compris, Delphine, je vais arrêter l'enregistrement qui sera mis à disposition et je t'envoie la présentation que tu pourras diffuser à tous ceux qui le souhaitent. Oui, ok. C'est parfait, merci. Merci à vous tous, merci de votre écoute et puis à bientôt peut-être. Bonne journée, à bientôt. Alors, j'arrête l'enregistrement. Oui, vas-y. Faut pas que je me trompe de bouton pour ne pas le perdre. Voilà. Voulez-vous mettre fin à l'enregistrement cloud?